Marie m'a traité de raté et de pathétique, sans se douter que ma cousine Sophie diffusait tout en direct. Je me souviens encore de l'effet que ça a eu sur moi. J'étais scotché à mon téléphone, regardant ma mère, Claire, assise à la table de la salle à manger familiale, une coupe de vin à la main, sans se rendre compte que chacun de ses mots était retransmis sur Internet. « Allez, arrête !» s'est exclamait-elle en levant les yeux au ciel de manière théâtrale. Ma fille pense qu'en vendant des appartements, elle devient quelqu'un alors qu'elle n'a même pas réussi en école d'infirmière, et maintenant, elle erre dans la vie comme une totale ratée. Sophie m'avait envoyé un message il y a environ 1 heure. « Tu dois voir ça, désolé vraiment. » Accompagné du lien de sa diffusion en direct, encore une tentative de percer sur les réseaux sociaux. J'étais en déplacement pour une conférence immobilière à Lyon, lorsque la famille s'était réunie pour le dîner dominical, et je venais juste de m'installer dans mon hôtel quand ce message est arrivé. Je m'appelle Alexandre Dupont, j'ai 32 ans, et depuis 5 ans, je paie en secret toutes les factures médicales de ma mère, Claire, depuis qu'on lui a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde. Je la conduisais à ses rendez-vous, je m'occupais de ses démarches auprès de l'assurance et je payais ses médicaments, tout en faisant des semaines de 60 heures pour faire vivre mon agence immobilière à Paris. Personne à ce dîner ne savait que j'avais vidé mes économies l'année dernière quand l'assurance avait refusé de couvrir un traitement spécialisé. C'est vraiment dommage, continuait ma mère dans la diffusion, savourant l'attention des membres de la famille. Tous ces grands rêves de devenir infirmière, et maintenant, elle se contente de vendre des biens à des personnes qui ont réussi. J'entendais même mon oncle Pierre et ma tante Nathalie glousser discrètement. La caméra de Sophie capturait chaque instant. Elle filmait depuis ses genoux, essayant de passer inaperçue tout en documentant un autre dîner familial pour ses abonnés. Ma mère n'avait aucune idée d'être filmée, ce qui rendait ses paroles d'autant plus douloureuses. « Tu te souviens quand elle a abandonné ses études d'infirmière ?» avait-elle dit à ma tante Isabelle, en se lamentant sur la difficulté des examens. Et maintenant, elle se croit réussie juste parce qu'elle conclut une vente de temps en temps. La vérité, c'est que j'avais mis mes études d'infirmière en pause pour l'aider quand elle est tombée malade. Je gagnais bien ma vie dans l'immobilier, mais chaque sou supplémentaire allait directement à ses soins, au lieu d'investir dans mon avenir. Elle n'a vraiment pas ce qu'il faut, soupira-t-elle avec théâtralité, en saisissant sa coupe de vin, celle même que j'avais achetée pour nos dîners en famille. La diffusion dura 1 minute interminable avant que Sophie n'éteigne finalement la caméra. Je restais figé dans ma chambre d'hôtel, les larmes coulant sur mes joues tandis que l'amère réalité s'insinuait en moi. Pendant des années, je m'étais persuadé que les remarques dures de ma mère n'étaient que l'expression de sa douleur ou une vieille manière de motiver, mais cela n'avait pas été un simple moment de faiblesse. C'était elle, telle qu'elle était, et désormais, j'en avais la preuve irréfutable. Peu après, mon téléphone vibra à nouveau avec un message de Sophie. « Désolé que tu aies vu ça. Je n'ai pas réalisé ce qu'elle disait avant qu'il ne soit trop tard. Tu veux que je supprime la vidéo ?» J'ai regardé le message longuement et j'ai répondu « Non, laisse-la en ligne. Demain, quand je serai rentré, je te montrerai quelque chose. » Le trajet de retour depuis Lyon fut un brouillard. Je me souviens à peine d'avoir quitté l'hôtel ou de ces 2 heures passées sur la route, tant mon esprit répétait sans cesse les moqueries de ma mère et sa façon de se moquer de la carrière que j'avais bâtie pour la soutenir pendant ces 5 dernières années. À 27 ans, j'étais à mi-chemin de mes études d'infirmier et j'étais plein d'espoir de pouvoir aider les gens. Puis, un appel changea tout. Ma mère s'était effondrée au travail et avait été transportée d'urgence à l'hôpital avec un diagnostic sévère de polyarthrite rhumatoïde nécessitant des traitements constants. « Ce n'est pas juste !» cria-t-elle depuis son lit d'hôpital. « Comment vais-je payer tout ça si l'assurance ne couvre presque rien ?» Je lui serrai la main en lui promettant « On va trouver une solution, maman. » Depuis le décès de mon père, quand j'étais adolescent, nous n'étions que tous les deux et j'avais toujours cru que notre lien était indestructible. Elle avait sacrifié tant de choses pour moi, travaillant sans relâche pour m'offrir des opportunités, et c'était maintenant à mon tour de prendre soin d'elle. En quelques mois, j'ai pris la difficile décision de mettre mes études d'infirmier en suspens. L'immobilier offrait des horaires flexibles et le potentiel de gagner correctement. Je pouvais conduire ma mère à ses rendez-vous, m'occuper de sa santé et en même temps payer nos factures qui augmentaient sans cesse. Je me suis dit que ce serait temporaire, juste jusqu'à ce qu'elle se stabilise, jusqu'à ce que je puisse économiser assez pour retourner à l'école. Mais ce « temporaire » s'est étiré en années. Même si l'état de ma mère s'améliorait avec les traitements, elle avait toujours besoin de médicaments coûteux,
de visites régulières chez des spécialistes et de séances de kinésithérapie. Je suis devenu le seul à gérer ces soins, passant des heures à argumenter avec les assurances et à chercher les meilleures options de traitement. Parfois, elle me félicitait. « Tu deviens tellement responsable ». Et dans ces rares moments, ces mots me donnaient la force de supporter des nuits blanches et un stress constant. En rentrant chez moi ce jour-là, je me suis arrêté quelques instants devant la porte, conscient que ma mère n'attendait pas ma visite. Elle croyait que j'étais encore à Lyon, en train de réseauter avec d'autres agents immobiliers à la conférence, une opportunité que j'avais dû écourter après avoir vu la vidéo. Peu après, mon téléphone vibra à nouveau. Je suis au café de la rue de la République. Tu peux venir quand tu veux. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de rassembler mes idées, puis j'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti un dossier intitulé « Santé maman » où j'avais soigneusement consigné tous les paiements effectués au cours des 5 dernières années. Primes d'assurance, médicaments, rendez-vous chez les spécialistes, le tout avec les reçus et relevés bancaires. Je les avais gardés pour des raisons fiscales, sans imaginer qu'un jour ils serviraient à prouver une trahison. J'ai saisi le dossier, inspiré profondément, et répondu à Sophie. J'arrive dans 15 minutes. Dans le café, parmi la foule, j'ai repéré immédiatement Sophie avec ses cheveux teints en bleu vif et de gros écouteurs. À me voir, son visage s'est assombri de culpabilité. « Je suis vraiment désolé, Alexandre », s'est-elle précipitée, presque en sanglotant. Je n'avais pas vu qu'elle allait dire ça. Je faisais juste ma diffusion habituelle, et puis tant Claire a commencé à parler de toi, et ça a viré au mauvais, ce n'était pas ta faute. Je l'ai interrompu. En fait, je dois te remercier. J'ai posé le dossier sur la table et l'ai ouvert, dévoilant des années de relevés de paiement, de planning de rendez-vous et de courrier avec l'assurance qui révélait la vérité. J'ai payé tout, ses médicaments, ses traitements, ses primes d'assurance, tout, ai-je dit doucement. Les yeux de Sophie se sont écarquillés en feuilletant les documents. Ça représente des milliers d'euros, plus de 100 000, ai-je confirmé d'une voix posée. J'ai mis ma vie en pause pour elle. Ma formation en soins, mes économies, même mes relations. Tout a été mis de côté parce que je croyais qu'elle avait besoin de moi. Sophie a levé les yeux, sa surprise se transformant en colère. Et puis, elle te traite de raté? C'est horrible. J'ai hoché la tête, sentant une étrange sérénité m'envahir. J'avais toujours pensé que ces remarques duraient être une manière tordue de me motiver. Comme si, au fond, elle appréciait ce que je faisais. Mais j'ai ri, amer. Je crois que je me suis trompé. Alors, toi, tu vas faire quoi? Demanda-t-elle. Tenant toujours le dossier, j'ai répondu, j'en ai fini. J'ai déjà commencé les démarches pour me décharger de ces comptes. Tu n'as pas l'intention de l'affronter? A insisté Sophie. J'ai secoué la tête. À quoi bon? Elle n'admettra rien ou dira que je suis trop sensible. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon appli bancaire et déclaré. J'économise un peu chaque mois pour retourner à l'école d'infirmier. Maintenant, je vais utiliser cet argent pour ça. J'ai transféré les fonds destinés au prochain traitement de ma mère sur mon compte personnel. Ce geste, bien que modeste, m'a semblé monumental. « Tu es sûr de toi ?» a murmuré Sophie. Je n'ai jamais été aussi sûr, ai-je répliqué, étonné par la fermeté de ma voix. J'ai été son bouclier pendant 5 ans et ça s'arrête aujourd'hui. Puis, je lui ai montré la lettre d'admission que j'avais reçue il y a quelques mois de l'école d'infirmier. Celle que j'avais failli repousser à cause des traitements prévus pour maman. Je commence à l'automne, lui ai-je dit, et je ne vais plus jamais reporter ça. Sophie m'a serré la main en disant « Je t'enverrai la vidéo complète, au cas où tu en aurais besoin. » En nous quittant, j'ai ressenti le poids de ces années d'obligations s'envoler. Pour la première fois, je choisissais de penser à moi. La culpabilité que j'avais redoutée n'est pas apparue, remplacée par une clarté et un but qui me manquait depuis trop longtemps. Ce même après-midi, j'ai appelé la compagnie d'assurance. La conseillère semblait perplexe quand j'ai indiqué vouloir me retirer en tant que garant des comptes de ma mère. « Pour quelle raison ?» m'a-t-elle demandé. « Pour des raisons personnelles » ai-je répondu d'une voix assurée. Je ne serai plus responsable des paiements à partir de ce mois. C'était le 3e jour de ma nouvelle résolution. J'ai passé le week-end à courir au téléphone, à mettre à jour les informations de paiement et à rédiger des emails. La table de la salle à manger était couverte de papier pendant que je démantelais le réseau financier que j'avais construit pour subvenir aux besoins de ma mère. La conseillère ajouta « Monsieur Dupont, sans votre soutien, la prime de votre mère va augmenter considérablement et ses options de couverture pourraient changer. » Je l'interrompis « Je comprends.
Pouvez-vous envoyer une lettre formelle expliquant ces changements à l'adresse de ma mère? Je veux qu'elle soit parfaitement informée. Je savais exactement ce que je faisais. La lettre arriverait dans une semaine, me laissant le temps de finaliser mon plan avant l'inévitable confrontation. Tout au long de la journée, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages de ma mère. Elle ignorait ce que je faisais et s'attendait à ce que je la conduise à un rendez-vous médical ce matin-là. « Où es-tu? Ça fait 1 heure que j'attends », disait un message, suivi d'un autre. « Le cabinet du médecin a appelé. Ils disent que ta carte d'assurance a été refusée. Règle ça vite. » Chaque message ne faisait que renforcer ma décision. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à travailler. Le soir venu, j'avais terminé la majeure partie des démarches de séparation financière et je me suis concentré sur l'étape suivante. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rédiger un email soigneusement formulé à l'intention de toute la famille. Chère famille, après mûre réflexion, je ne prendrai plus en charge les soins médicaux ni le soutien financier de ma mère. Depuis 5 ans, j'ai couvert toutes les dépenses liées à son état, totalisant plus de 120 000 euros. Cela inclut les primes d'assurance, le coût des médicaments, les visites chez les spécialistes et de nombreux traitements. Je prends cette décision pour des raisons personnelles, mais je souhaite que vous soyez informés afin que, si maman a besoin d'aide à l'avenir, vous sachiez ce qui s'est passé. Vous trouverez ci-joint un compte-rendu détaillé de l'aide que j'ai apportée au fil des années. J'espère que vous comprendrez qu'il ne s'agit pas d'une décision que j'ai prise à la légère. Cordialement, Alexandre. J'ai joint le tableau récapitulatif dans lequel j'avais consigné chaque paiement, chaque rendez-vous et chaque heure passée à gérer ses soins. La preuve était irréfutable. Plus tard, Sophie m'a envoyé la vidéo complète de la diffusion, comme promis. Je l'ai téléchargée et sauvegardée sur mon ordinateur, dans le cloud et sur une clé USB. Je n'avais pas de projet immédiat pour la vidéo, mais j'avais le pressentiment qu'elle pourrait servir un jour. Puis, on a sonné à la porte, me surprenant. J'ai ouvert et j'ai vu ma mère, Claire, debout sur le seuil, le visage marqué par la colère. J'ai reculé, le cœur battant la chamade. « Alexandre, je sais que tu es là. Ouvre la porte maintenant » cria-t-elle à travers l'interphone. Je suis resté silencieux, regardant son ombre se mouvoir sous la porte. « Tu as manqué 3 de mes appels. La pharmacie a refusé ma prescription. Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai pris une grande inspiration. D'une voix posée, j'ai dit « Maman, je ne vais plus continuer comme ça. Tu vas bientôt recevoir une lettre de l'assurance. Je te conseille de la lire attentivement. »« De quoi tu parles? Ouvre la porte. » répliqua-t-elle, mais je suis resté ferme. Ce simple « non » résonnait puissamment. J'ai entendu ce que tu pensais vraiment de moi. Il est temps que nous passions tous les deux à autre chose. Un court silence, puis elle explosa. « C'est à cause de l'argent? Après tout ce que j'ai fait pour toi? » J'ai failli éclater de rire devant l'ironie. « Adieu, maman. Ne reviens pas, » ai-je dit, alors que ses protestations se faisaient de plus en plus fortes. Je suis parti et suis retourné à mon ordinateur pour finir mon email. À chaque pas, je me sentais de plus en plus léger, comme si je laissais enfin derrière moi un fardeau trop lourd à porter. Quelques heures plus tard, mon téléphone explosa de notifications. Tante Isabelle était choquée et consternée par ma décision, l'oncle Marc trouvait cela égoïste et cruel, et mon cousin Julien prétendait que je réagissais de façon excessive pour un rien. Seule Sophie, étonnamment, grand-mère Monique semblait me comprendre. Monet m'a simplement envoyé « Il faut du courage pour se défendre. Appelle-moi si tu as besoin. » J'ai d'abord bloqué le numéro de ma mère, puis j'ai progressivement coupé les relatives qui ne s'étaient même pas donné la peine de me demander mon version des faits. Le silence qui s'en est suivi était étrangement apaisant. 3 jours plus tard, je me suis retrouvé dans le bureau des admissions de l'école d'infirmiers de Paris pour finaliser ma réinscription au semestre d'automne. « Cela fait un moment que vous n'êtes pas dans le programme, Monsieur Dupont, » dit la conseillère en examinant mon dossier, « mais vos antécédents scolaires sont excellents. Vous devrez passer un test de niveau pour déterminer si vous avez besoin de cours de remise à niveau. »« D'accord, » répondis-je, un flot d'émotions me submergeant. J'avais déjà repris mes vieux manuels. En quittant le campus, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance qui m'avait tant manqué. Voilà le chemin que je devais suivre, réaliser mes propres rêves plutôt que de vivre uniquement pour subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre. Je savais que je devrais réorganiser mon agence immobilière pour concilier les cours, en acceptant moins de clients, en me concentrant sur des biens de plus grande valeur et en embauchant un assistant à temps partiel pour les tâches administratives. Le revenu diminuerait peut-être,
mais sans les dépenses liées à maman, je pouvais m'en sortir. De retour chez moi, j'ai trouvé une enveloppe formelle dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, une lettre de la compagnie d'assurance, adressée à ma mère mais envoyée par erreur à mon domicile, détaillait les changements de couverture et l'augmentation considérable des primes. Maintenant que je n'étais plus son garant, au lieu de ressentir de la culpabilité, j'ai éprouvé un sentiment de justice. Mon téléphone a de nouveau sonné et Sophie m'a envoyé un message. « Tu as vu ce qui se passe dans le groupe familial ?» J'ai répondu que j'avais quitté ces groupes. Maman dit que tu as fait une crise, qu'elle pense que ton entreprise est en déclin à cause du stress, et que c'est pour ça que tu agis comme ça, a-t-elle ajouté, avec une pointe de sarcasme dans la voix. Elle déforme tout, ai-je soupiré. Et ce n'est pas tout, continua Sophie, elle ne s'est pas rendue compte que j'étais encore dans le groupe et elle a convaincu tante Isabelle de la laisser emménager temporairement jusqu'à ce qu'elle règle ses problèmes médicaux. Bien sûr qu'elle l'a fait, ai-je répondu en secouant la tête. Ma mère trouvait toujours quelqu'un pour la sauver. Après avoir raccroché, je suis retourné à mon ordinateur et j'ai regardé le fichier vidéo que Sophie m'avait envoyé, ce streaming qui avait tout changé. Je ne l'avais pas revu depuis cette nuit dévastatrice à l'hôtel, et mon doigt hésitait sur le bouton lecture. Ce fichier possédait un certain pouvoir, celui de montrer à tout le monde qui était vraiment ma mère en privé, celui de me défendre contre ses mensonges. Mais avais-je vraiment besoin de cette validation? Est-ce que convaincre les membres de la famille, prêts à croire sa version sans même écouter, en valait la peine? J'ai fermé l'ordinateur sans lancer la vidéo. J'avais la preuve si jamais elle était nécessaire, mais à cet instant, mon attention était focalisée sur ma candidature en école d'infirmier. J'avais déjà programmé le test de niveau et, pour la première fois depuis des années, je préparais mon avenir au lieu de gérer la crise de quelqu'un d'autre. La lettre de l'assurance reposait sur mon plan de travail, rappel constant des changements que j'avais mis en place. Après un instant de réflexion, j'ai préparé une nouvelle enveloppe adressée à la véritable adresse de ma mère, y ai glissé la lettre et rédigé une brève note. Cette lettre m'est parvenue par erreur. Merci de la lire attentivement. Je l'ai déposée dans la boîte aux lettres. En le faisant, j'ai senti un poids se dissiper. Les conséquences de ces actes lui appartiendraient désormais. 2 semaines se sont écoulées dans un calme relatif. Je me suis immergé dans les préparatifs pour l'école d'infirmier, étudiant à chaque moment libre entre les visites immobilières et les rendez-vous clients. Le test de niveau était prévu pour vendredi, et à chaque simulation, ma confiance grandissait. Puis, l'inévitable confrontation arriva. Je venais de terminer la visite d'un appartement de 3 pièces dans le 16 arrondissement Caen. En regardant dans mon rétroviseur, j'aperçus ma mère et tante Isabelle attendant près de la voiture de maman dans le parking. Mon premier réflexe fut de démarrer et de m'éloigner, mais ils m'avaient clairement vu, et fuir ne ferait que retarder l'inévitable. J'ai pris une profonde inspiration et suis sorti de la voiture. « Alexandre, il faut qu'on parle face à face », dit ma mère d'une voix faible et forcée, tandis que je remarquais la tension sur son visage, ses cheveux en bataille et son soutien habituel, une canne qu'elle utilisait pour accentuer sa fragilité. « Je n'ai rien à te dire, répondis-je en serrant mes clés. Tante Isabelle intervint. Ta mère traverse une période très difficile. Ses frais médicaux ont triplé et elle n'arrive mais plus à obtenir des rendez-vous chez ses spécialistes. Est-ce vraiment ce que tu voulais? J'ai répondu calmement. Ce que je voulais, c'était être traité avec respect et que l'on reconnaisse les sacrifices que j'ai faits pendant ces 5 ans. Je voulais une mère qui ne me traite pas de raté dans mon dos. Le visage de ma mère devint soudain pâle. De quoi parles-tu? J'ai vu la vidéo, Alexandre, la diffusion en direct de Sophie pendant le dîner, répliqua-t-elle, et je maintins mon regard fixe sur elle. J'ai entendu chaque mot que tu as prononcé à mon sujet. Pendant un bref instant, j'ai cru voir un éclat de regret dans ses yeux, avant qu'il ne soit rapidement remplacé par une colère défensive. « Tu déformes tout ?» protesta-t-elle. Je me suis juste laissé aller, tout le monde le fait. Tante Isabelle paraissait confuse. Quelle vidéo, Claire? De quoi parles-tu? Je ne pus m'empêcher de sourire de l'absurdité de la situation. Ma mère n'avait même pas évoqué la diffusion avec ses amis les plus proches, espérant sans doute que je ne découvrirais jamais la vérité. « Si tu veux, montre-lui la vidéo, lui, dis-je calmement, mais cela ne change rien. Ma décision est prise. » D'une voix brisée, ma mère tenta de se justifier. « Je suis ta mère. Après tout ce que j'ai fait pour toi, comment peux-tu m'abandonner quand j'ai le plus besoin de toi? » Quelque chose en moi se brisa. « Laisse-moi te dire ce que j'ai fait pour toi, dis-je, incrédule. J'ai mis ma vie en pause pour toi. J'ai dépensé plus de 100 000 € pour tes soins,
t'ai emmené à tous tes rendez-vous, géré chaque ordonnance et combattu les assurances pour toi. Et en retour, tu me traites de raté. Tu te moques de la carrière que j'ai construite pour te soutenir. Mes mains tremblaient, mais ma voix restait ferme. J'ai partagé avec toute la famille la preuve de chaque paiement, de chaque rendez-vous, de chaque sacrifice. Alors ne viens pas me présenter comme le méchant de l'histoire. L'oncle Marc fronça les sourcils en regardant ma mère et murmura. Qu'y a-t-il exactement dans cette vidéo? Le visage de ma mère devint encore plus pâle. Tout est sorti de son contexte, murmura-t-elle. Je sortis le trophée que j'avais gagné et le posai sur la table de chevet. Le cristal brillait sous la lumière, avec l'inscription bien lisible « Résilience en immobilier Alexandre Dupont ». Aujourd'hui, j'ai gagné un prix, expliquai-je à l'oncle Marc, pour avoir maintenu mon activité malgré tous les obstacles, y compris le fait de subvenir aux besoins de maman pendant 5 longues années. Peu à peu, l'expression de l'oncle Marc s'adoucit en passant du trophée au regard défensif de ma mère. « Je ne suis pas venu ici pour me disputer, continuai-je. Je suis venu m'assurer que tu allais bien, et parce que je ne vais plus sacrifier ma vie pour quelqu'un qui ne l'apprécie pas. » La pièce resta silencieuse. Pour la première fois, ma mère n'avait ni réplique cinglante ni manœuvre manipulatrice. Elle se contenta de fixer le trophée, preuve tangible du succès qu'elle avait si facilement méprisé. « Je dois y aller. J'ai courte demain, dis-je doucement. Sophie, tu veux que je te raccompagne? » En quittant la maison, j'entendis l'oncle Marc parler à voix basse avec ma mère. La conversation que j'évitais depuis des mois se déroulait enfin, mais cette fois, je ne serais pas celui qui devrait se justifier. 3 mois plus tard, je me trouvais en uniforme blanc d'infirmier, posant une perfusion à un patient avec des mains assurées. Mon instructrice sourit et dit « Beau travail, Alexandre. Tes compétences cliniques s'améliorent vraiment. » Je souris, sentant enfin que tout se mettait en place. Après mon service à l'hôpital, je pris la route et en consultant mon téléphone, un message de Sophie apparut. « Ton interview devient virale, déjà 20 000 vues. » Je ne pus m'empêcher de rire, émerveillé. La semaine précédente, j'avais été interviewé par un magazine médical local sur les personnes qui changent de carrière pour devenir infirmier plus tard dans la vie. On s'intéressait à la façon dont mon expérience dans l'immobilier m'avait préparé au domaine de la santé, car les 2 métiers demandent de l'attention aux détails, une communication efficace et la capacité d'aider les gens à traverser d'importantes transitions. J'avais aussi expliqué que ces expériences m'avaient appris à poser des limites, ce qui est essentiel pour tout professionnel de la santé. En rentrant chez moi, un appel d'un numéro inconnu se fit via le Bluetooth de la voiture. « Allô, Alexandre? Ici l'oncle Marc » dit une voix hésitante. « Tu as 1 minute ?» Je me mis en garde, imaginant que quelque chose clochait. « Tout va bien » répondis-je. Après un court silence, il ajouta « J'ai vu ton interview, c'était vraiment inspirant. Merci. » Surpris par ce compliment, je répondis « Merci, oncle Marc. » Puis, il chuchota « Maman l'a vu aussi. Je pense que te voir en uniforme l'a fait réaliser que tu suis vraiment ton rêve. Tu deviens l'infirmier que tu as toujours voulu être. » J'arrivai chez moi et laissai la voiture tourner au ralenti, méditant sur ces paroles. « Je suis fier de toi, » ajouta-t-il, comblant le silence. Désolé de ne pas m'être rendu compte plus tôt. Ce simple mot de reconnaissance me fit verser quelques larmes inattendues. « Merci, oncle Marc. Ça me touche beaucoup, » répondis-je. Après avoir accroché, je restai un instant à réfléchir à tout ce qui avait changé en moins d'1 an. Le trophée que j'avais gagné en immobilier trônait désormais sur mon étagère, à côté de mes manuels d'infirmier, un rappel physique de mon passé et de mon avenir. Ma mère et moi ne nous parlions plus, mais cela n'avait plus d'importance. J'avais cessé d'attendre une validation de quelqu'un qui ne pouvait m'en donner, et je la trouvais désormais dans mes propres réussites, dans la gratitude de mes patients et dans la reconnaissance professionnelle qui confirmait mes choix. Rentrer chez moi ressemblait à retrouver mon sanctuaire. Je souris en regardant la pile de revues et de cahiers d'infirmiers posés sur la table basse. Ce soir-là, j'allais réviser pour l'examen de la semaine prochaine et peut-être appeler Sophie pour prendre des nouvelles. Demain, j'avais 2 visites immobilières prévues entre mes cours. Ma vie était enfin pleine de sens et entièrement à moi. L'appel de l'oncle Marc avait été une petite cerise sur le gâteau, pas indispensable pour mon bonheur, mais vraiment appréciée. Peu importait si ma mère finissait par comprendre ou accepter ma décision. J'avais repris le contrôle de mon chemin, de mon avenir et surtout de mon estime de moi, et cette prise de conscience était la plus grande victoire de toutes.